Batata Bamama Bandeko, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous voici de nouveau dans vos maisons. Merci de nous avoir accueillis une fois de plus. Nous sommes le mercredi 5 avril et l'actualité oblige. Nous venons décortiquer, décrypter avec vous ce qui touche à notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. RDC Horizon 2023, année électorale en République démocratique du Congo. Et tant de choses se passent, comme nous l'avions annoncé. Nous le vivons en direct. À ma droite, nous avons M. Amba de congoindépendant.com qui nous revient en présentiel. M. Amba, bonsoir. Bonsoir Patrick. Nous sommes heureux de vous retrouver en physique parmi nous. Merci. À notre gauche, nous avons le pasteur Bobo Koyamba de npbtv.com. Pasteur Bobo, bonsoir. Bonsoir Patrick Hugo. Alors, aujourd'hui, les sujets que nous allons aborder concernent évidemment la crise sécuritaire en République démocratique du Congo, au nord Kivu et en général la partie est. Il y a cette agression d'une autorité de la République démocratique du Congo en France. Nous allons aussi en parler. Et l'état d'avancement de l'entreprise de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, dans ses différentes phases d'enrôlement, d'identification, de fichiers électoraux pour cette année électorale. Et nous terminerons avec un point particulier concernant l'homme d'affaires Dan Gettler, américain, israélo-américain, qui est en affaire avec la République démocratique depuis l'ancienne administration, celle du président Joseph Kabila, sénateur à vie aujourd'hui, et les dernières déclarations ou articles qui le concernent. Et nous allons commencer par quelques points d'actualité qui ont frappé nos analystes que vous connaissez bien, et j'en profite pour remercier l'équipe technique qui se dévoue pour que nous puissions vous servir avec nos analyses. Monsieur Amba, je vais vous passer la parole pour nous donner quelques éléments d'actualité, vous qui avez eu le temps de parcourir la presse. Dites-nous, quels sont les sujets qui vous ont marqué, hormis les points précités? Moi, le sujet qui m'a marqué, c'est, je dirais, une sorte de bisbille qui se passe actuellement entre Madame Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, et le Canada. Vous savez que le Canada, c'est le deuxième contributeur dans cette organisation. Eh bien, le Canada a décidé d'amputer le budget, en fait, sa contribution de 3 millions d'euros. Pourquoi? Il y a une agence canadienne de presse, QMI, donc Québec Média, IGA, je ne sais pas quoi, a mené une enquête au sein du personnel de l'OIF. Sur 300, 209 personnes ont accepté de répondre au questionnaire. Et bien, qu'est-ce qu'on apprend? Mauvaise gestion, harcèlement sexuel, harcèlement moral, des nominations tout à fait intempestives, et puis la dame s'est arrogée le pouvoir de l'administrateur, parce qu'il y a le secrétaire général, et en deuxième niveau, il y a un administrateur qui est toujours de nationalité canadienne. Et la dame avait mis 2 semaines pour rejoindre son poste à Paris. Et Madame Mushikiwabo en a profité pour s'arroger les compétences de l'administrateur. Pour ces 2 semaines-là? Oui. Donc, elle a nommé des gens
vraiment arbitraire et discrétionnaire. Alors, la ministre des Affaires étrangères du Canada, qui s'appelle Mélanie Joly, a demandé à cette agence QMI, Québec Média, probablement international, ou quelque chose comme ça, de prendre cette sanction. Donc, voilà. Je rappelle juste par rapport à cet élément que la secrétaire générale de l'OIF qui a précédé, Mme Chikiabo, était du Canada. Oui. Karine Jean, je pense, qui est partie avec beaucoup d'amertume et n'a pas masqué son amertume par rapport à ce que la France a fait pour placer la Rwandaise Mushikiwabo à la tête de l'OIF. Avez-vous un autre point que vous voulez partager? Mais je veux poursuivre un peu sur le même sujet. Là où l'histoire se corse, c'est que Mme Mushikiwabo a été réélue pour un dernier mandat. Elle était candidat unique. Elle est pratiquement la protégée de Macron. C'est cela. Oh, Macron passe des moments difficiles avec cette histoire des pensions. Et voilà que on présente à Mme Mushikiwabo les rapports sur tout ça, donc manque de transparence, de redevabilité. Elle balaye ça d'un revers de la main. Alors, apparemment, les Canadiens ont décidé de ne pas laisser cette affaire passer comme ça. Donc, nous allons peut-être nous amuser dans les jours à venir. Ah oui. Merci beaucoup, M. Amba. Pasteur Bobo, à vous la parole. Donc. Moi, ça m'intéresse. Est-ce que les Congo pourraient pas profiter de ce... Parce qu'il y a la guerre, RDC-Rwanda, c'est vraiment la guerre. Il y a un grand désamour. Est-ce qu'on ne peut pas profiter déstabiliser le Rwanda? Parce que nous, c'est le plus grand pays francophone au monde, du monde. Congo, vous êtes où? Le gouvernement congolais, vous êtes où? C'est clair qu'on peut appuyer le Canada et enfoncer Mushikiwabo parce que on ne sait pas si le gouvernement congolais, Sama le compte des deux, ont vu ces choses comme M. Baudouin l'a décrit. Moi, j'ai beaucoup de sujets à traiter, mais je prendrai peut-être deux. Commençons par le premier. Le premier, c'est affaire de Jean-Pierre Bemba. Le nouveau ministre de la Défense au rang de vice-premier ministre. Il y a eu un bruit qui a surpris dans la ville. Il y a un grand combattant congolais qui s'appelle Boketou. Il a été tabassé parce qu'il avait injurié Jean-Pierre Bemba. C'était fake news. Mais ça a fait du bruit à Kinshasa. Et les gens de Kinshasa appelaient les gens de l'Europe. Moi, on m'a appelé plusieurs fois. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un restaurant à Bruxelles. Je vois beaucoup de mamans, de papas me disent, mais qu'est-ce qui se passe-t-il à Kinshasa? Donc, Igwe qui a répondu. Que se passe-t-il à Bruxelles? Lui, on l'appelle Igwe. Pour créer des mythes, ils ont créé un mythe qu'il a osé toucher Jean-Pierre Bemba et il a été tabassé à Bruxelles et ça fait plaisir à Kinshasa, mais c'est du fake news, c'était mal fake news. Ils ont démonté ça, mais ça continue toujours. Même après l'affaire Bosembe, ça continue toujours que Igwe est mystique. Igwe est compliqué. On ne touche pas Igwe. Bon, ça c'est Kinshasa à sa façon de voir les choses. Mais je prends encore Jean-Pierre Bemba qui... Comme deuxième point, Oui, une méthode de Jean-Pierre Bemba qui arrive, c'est comme si ça suscite un peu l'espoir, l'arrivée de Jean-Pierre Bemba. Bien que leur communiqué, que j'ai suivi, au niveau du gouvernement, ils disent qu'ils ont tué 3 Rwandais. On n'a pas compris. Ils ont tué 3 Rwandais. Où sont les corps? Ils ont été tués au combat. C'est comment? C'est où? Mais Jean-Pierre Bemba qui a déclaré qu'il va commencer à identifier les officiers. Il faut identifier les officiers militaires congolais. Là, c'est une très bonne chose. C'est la chose qu'on demandait, la chose que beaucoup de personnes... Ça peut être le début de la solution de la guerre. Si
on parvenait à identifier tous les officiers militaires au niveau du FARDC. Donc l'arrivée de Bemba suscite un peu beaucoup d'espoir, bien qu'il y ait des négociations sous coulisses, il n'y a pas vraiment de guerre. Bon, eux disent qu'ils ont tué 3 Rwandais, on ne sait pas, on va essayer de voir ça par rapport à... C'est un peu les choses que moi je voulais un peu... Et puis les procès Mwanga Chouchou. Oh oui, vous pouvez terminer par ce point-là. Les procès Mwanga Chouchou, ça fait rigoler. Bon, un grand... Bon, c'est un peu l'exception de grand pays comme le Congo, un procès qui s'arrête à cause de la pluie. Hein? C'est-à-dire? Ils étaient là avec des prisonniers. Au tribunal? Pas au tribunal, en prison. Oui. Soit en dolo, ils ont fait comme ils ont fait avec les caméras. On les juge sur place. Tribunal forain, ou quelque chose de ça. Oui, donc on les juge sur place. Mais malheureusement pour eux, ils pouvaient avoir des... Il fallait acheter ou avoir des chapiteaux. Mais c'est vraiment sous les... Ils n'ont pas eu recours au service de météorologie de ça pour savoir qu'il allait pleuvoir. Même s'il n'y avait pas de pluie et le soleil. Donc c'était vraiment... C'est ridicule. Hein. C'est ridicule. Hein. Le pays est grand. Organisons-nous. Rendons le Congo grand. Le Congo peut redevenir grand. Le Congo de Lumumba, le Congo de Kassavubu, le Congo de Mobutu. C'était un grand pays. Merci, Pasteur. Ça fait un peu pitié. Je voudrais ajouter quelque chose. Vous pouvez ajouter. Parce que depuis un certain temps, je crois, ça fait 4 mois maintenant, il y a un grand procès en Guinée. On juge l'ancien régime de Moussa Dadis Camara. Le capitaine, là. Oui, il y avait des opposants qui avaient manifesté au stade et on a envoyé la gendarmerie, des militaires, ils ont tapé, ils ont tué, ils ont violé des femmes. Alors il y a un procès maintenant. Le procès, l'affaire date de 2009. Le procès a lieu maintenant donc 13 ans après. Mais il faut voir le tribunal, la présentation du prétoire. C'est l'Union européenne qui a financé. N'ayons pas honte. On peut leur demander. C'est l'Union européenne qui a financé. Le gouvernement guinéen a sans doute donné un peu d'argent, mais c'est vraiment un prétoire, je dirais, standard, qu'on peut trouver dans n'importe quelle cour de justice qui se respecte. Voilà, est-ce qu'au niveau du pays, on ne peut pas avoir un Trump, bien que Trump a des points sérieux, Trump dit « Make America Great Again ». Pourquoi pas un candidat président ou un futur candidat pour se dire que « Make DRC Great Again ». Merci, Pasteur Bobo. Le message est lancé. Il ne suffit pas de le dire, encore faudra-t-il le faire. Il y a cette autorité, ce président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, oui. Un organe, un institut d'appui à la démocratie en République démocratique du Congo, qui se trouvait en France et qui, semble-t-il, a été agressé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire. Est-ce qu'on peut brièvement en parler avant de parler de choses beaucoup plus sérieuses? Oui. Monsieur Amba, Monsieur Bossimé a été agressé dans le parking de son hôtel, à Argenteuil, donc Argenteuil, un quartier UP de Paris, c'est ça, hein? Et pour la quartier populaire ou UP? UP. UP. Il était dans un hôtel, un grand hôtel. Il était là en vacances ou en mission de travail? Il est venu apparemment en mission parce que je l'ai vu, il s'est fait photographier devant le siège de Canal+. Parce que comme vous savez, enfin ça c'est une parenthèse. Oui, mais parlons-en parce que c'est quand même votre autorité, oui, entre guillemets. Canal+ vend chez nous des bouquets, comme tous les opérateurs, les télédistributeurs font ici. Et chez nous, il y a notamment des chaînes rwandaises qui passent. Oui.
Or, les Rwandais ont supprimé toutes les chaînes congolaises dans le bouquet que Canal diffusait là-bas. À Kigali. Oui, à Kigali. Et Bossembe avait demandé La réciprocité simplement. Et le fait qu'il se soit fait photographier devant Canal+, j'imagine qu'il est venu pour peut-être arrêter un meilleur modus vivendi. Peut-être. Alors, moi, ce qui m'étonne, avec les peu de connaissances que j'ai en matière d'enquête policière, Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de communication, quitte Kinshasa. Moi, je n'étais pas au courant qu'il voyageait. Qui savait qu'il va effectuer cette mission? Qui savait qu'il a pris un avion tel jour à telle heure? Et qui savait qu'il va résider dans ce grand hôtel? Normalement, on contacte l'ambassade dans ce cas-là, quand une autorité de l'État se déplace comme ça à l'étranger. Ça dépend des gens. Hein. Il y a des gens... Mais il y a un protocole de sécurité, non, pour les autorités ou pas? Pas nécessairement. Nous, on a été vraiment ostracisés durant la conférence nationale. Oui. Ambassade à Mobutu, Boti Amakolo je m'excuse, mais le cardinal Laurent Monsengo arrivé à Bruxelles, nous on apprenait ça par les médias. L'ambassadeur apprenait que le cardinal qui préside le Haut Conseil de transition, du Parlement de transition. Oui. Et Conseil de la République. Pourquoi? Bah oui, l'ambassade de Mobutu. Donc, mais dans ce cas-ci, voilà le président, c'est ça qui arrive. Et... Je n'en sais rien. Mais Bossembe n'a pas été agressé à l'aéroport, mais à son hôtel. Donc, dans le parking. Dans le parking de son hôtel. Quels sont les motifs, les griefs qui lui étaient reprochés? Qu'est-ce qui lui a valu? Ils n'ont rien dit, mais un mot, une épithète est sortie. Collabo. Donc, on peut décrypter ça. Mais il a porté plainte pour tentative d'assassinat. Il semble qu'on l'avait étranglé sérieusement. N'eût été les sirènes de la police, il serait peut-être mort, selon lui. Donc voilà un peu le peu que moi je sais. Pasteur Bobo, vous qui parcourez les réseaux sociaux et qui avez votre réseau partout, qu'est-ce que vous savez de ce qui s'est passé en France avec le président du CSA? Pas grand-chose, à part que, apparemment, Bossembe revenait des rendez-vous chez un de ses amis. Son ami est venu lui déposer à l'hôtel et son ami est parti. Il n'a pas laissé monter dans le lobby de l'hôtel, puis dans sa chambre, il a laissé juste devant la porte. Ça, c'est des questions un peu bizarres qu'on peut se poser. Ton ami arrive en Europe pour la première fois. Ah, c'est sa première fois? Oui, c'est la première fois. Vous le recevez, vous l'accompagnez, pourquoi pas le faire entrer dans sa chambre, bon, je ne sais pas. On lui dépose, lui il part, l'ami apprendra que, selon ce qu'il se raconte, que son ami a été agressé par un groupe de combattants. On cite trois combattants. Et Bossembe a vu 6-7, mais on cite un peu, il y a trois noms qui sortent. Il y a un qu'on présente comme proche de Martin Fayulu, parce qu'on voit une photo où il a des réfugié de Martin Fayulu. Il y a un autre qui était avant, il était tshisekidiste. Il y a un qui était tshisekidiste, mais bon. Et puis l'autre, c'est un combattant qui est resté combattant. Une question à tous les deux, par rapport simplement à la violence. Est-ce que la violence que la République démocratique du Congo connaît, soit par des agressions de groupes armés dans la frange orientale de la République, soit parfois par les propres autorités militaires et policières de la République démocratique du Congo sur sa propre population, ou encore la violence que l'on voit par les opposants, la société civile qui s'en prennent, soit des artistes, soit des hommes politiques qui se trouvent en dehors du pays. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que la violence est une façon d'exprimer son mécontentement? Est-ce qu'on peut encourager? Est-ce qu'on peut
comprendre mais pas adopter. Qu'est-ce à dire? Mais Patrick, le problème c'est tout au niveau du... Moi, bon, j'ai analysé ça dans l'actualité compliquée, j'ai même proposé des solutions. Quand vous voyez les Caméré est agressé à Paris. Vous avez Caméré qui est aujourd'hui vice-premier ministre. Ministre de l'économie. Caméré a été agressé à Paris. Il n'est pas le seul, beaucoup ont été attaqués ici en Europe. Donc les gouvernements s'en rendent compte des deux, le savent très bien. Ils viennent aussi d'Europe, ils savent tout ce qui se passe ici en Europe. Ils savent aussi leurs revendications. Moi, je condamne des agressions. Je condamne comme mot de... Moi, c'est vraiment condamnable. Oui. Mais au niveau du gouvernement congolais, ils savent quoi faire. Moi, j'ai proposé, si, pourquoi pas négocier avec ces gens. On peut négocier avec eux. C'est-à-dire, pas forcément dialoguer au moins, avoir un contact. Dialoguer avec eux, qu'ils disent leurs revendications, identifier ces groupes-là, qu'il y ait échange entre les officiels. Et pas les officiels qui viennent en catimini, entre guillemets, pas de contact avec la population. Pas les acheter, parce que quand on dit combattant, c'est un groupe pluriel. C'est pas un seul groupe. Il y a beaucoup de leaders, beaucoup de groupes. Entamer des négociations franches directes avec eux pour comprendre leurs revendications. On peut faire avancer les choses. Moi, ça permet de désamorcer tout ce qui est violence. Moi, je trouve mal pourquoi négocier avec l'M23, négocier avec les groupes ADF, les groupes rwandais, là, on peut négocier avec eux. Mais pas parler avec des Congolais qui revendiquent des choses. On n'en parle pas. Il faut les associer. Monsieur Abba. Mais avant qu'on aborde une question qui me paraît importante, la personnalité de Bosembe. Dites-nous en plus. Important. Et puis je vais revenir, si vous voulez bien me rappeler. Oui, la question de l'usage de la violence comme mode d'expression. Bosembe, c'est un jeune juriste. Et puis il s'est lancé dans les médias. Comme éditorialiste. Qui dit éditorialiste dit quelqu'un qui émet des opinions. Parfois vous égratignez des gens. Il avait l'habitude d'égratigner le clan Kabila. Donc il a commencé sous la précédente administration présidentielle. Et on l'accuse même d'avoir traité, comparé Kabila avec Félix. Il dit Kabila, c'est comme du niei, les excréments. Il aurait dit ça. Il a dit ça, on lui rapproche ça souvent. Qu'il a dit Kabila, je crois que Pasteur Bobo a déjà entendu ça, j'imagine. Pas pour Kabila, mais pas pour autre chose. Je peux aborder dans le même sens que vous, mais on le reproche aussi par rapport à la diaspora. Il a des conflits avec les gens de la diaspora, parce qu'il y a un combat ici dans la diaspora que nous tous, on fait des médias ici. Même le président Félix connaît les combats de la diaspora. Je voudrais terminer mon idée comme ça. Pour ne pas perdre votre fil, finissez donc. Alors, l'autre élément, parce qu'il y a eu le mot collabo, il faut décrypter ce mot. Comment dire, Bosembe passe pour un proche de Madame Tshisekedi. Que c'est grâce à Madame Tshisekedi que il a eu son ascension. Vrai ou faux, je n'en sais rien. Mais vous m'avez dit là tout de suite qu'il avait commencé sous l'administration Kabila. Non, les critiques. Non, l'éditorialisme, enfin, non, sa ligne depuis éditoriale. 2019, hein. Ah, c'était donc à la fin, ok. Depuis 2019. Donc voilà un peu, le mot collabo, je crois que c'est essentiellement ça qu'on lui reproche. Alors, revenons maintenant sur... la violence comme mode d'expression. Le mouvement de Banakungo est le mouvement qui a lancé un peu cette violence citoyenne, appelons ça ici. D'accord. Je crois que si je ne me trompe pas, c'est 2004. Il y avait Henri Mouquet, Didier Ramazani, Aubin Kikonka. Il y avait également Samson Mukuta, Chibai Mukuta.
Et puis de temps en temps, il y avait aussi Makoroko Tamboura, Marcel Makoroko Tamboura. Il était avec eux. Donc ça c'était en 2004, c'est eux qui ont lancé ce mode d'expression. Essentiellement de s'attaquer aux gens qui travaillent avec Joseph Kabila, qu'ils soient congolais ou étrangers, qui soutiennent Joseph Kabila. Ce qui fait qu'en 2004, Louis Michel était candidat, je ne sais plus à quel poste. Il est venu à Matongé pour demander qu'on l'appuie. Il a été chahuté comme du poisson pourri. Et cette action a monté un peu la cote de ces jeunes gens. Et vous avez évoqué ça ici avec Pasteur Bobo. Feu Guillaume Samba Caputo, à l'époque conseiller du président Kabila, Joseph. Il a dispersé les gens. Ils se sont disputés l'argent. Il y en a qui ont dit qu'il ne fallait pas prendre, d'autres ont pris, etc., etc. Et donc ça serait la continuité, la prolongation de cette violence ciblée vers les officiels congolais considérés comme je peux vous raconter fossoyeurs de la République. L'histoire de M. Kengo, puisque moi j'étais vraiment un de ses proches. Et ensuite je passerai la parole à Pasteur Bobo. J'étais chez moi, mon jeune frère m'appelle, il dit dans la gare du Midi, je vois le vieux Kengo avec sa femme, son fils et son garde du corps. Et le jeune frère me dit, lui voyage toujours comme ça, dépouillé de toute disposition. Protocole de sécurité, tout ça. Dispositif de sécurité. 1h30 après, j'apprends qu'il a été agressé à la gare du Nord. Donc il y a un réseau, appelons les irréductibles. Il était avant Tshisekediste, anti-Kabila, et aujourd'hui, ils sont devenus anti-Tshisekedi, parce que, soi-disant... Anti-Chilombo, je me permets de faire cette nuance, puisque quand ils étaient Tshisekedi, c'était par rapport à Feu Étienne tout à fait. Disons Chilombo, mais c'est une erreur. C'est comme si on s'attaque à Mazando et non à Yogo. C'est la même personne. Donc, bref, aujourd'hui, il s'attaque à Félix. Ah, il a passé un deal avec Kabila, tout ça, et puis on dit, voilà, il a volé la place de Fayulu, etc. Donc, bref, il y a maintenant des néo-combattants qui luttent maintenant contre les gens avec lesquels ils ont combattu Kabila hier. Et notre confrère, d'ailleurs, Fabien Poussouanika, fait partie des têtes d'affiche. Bon, lui, il ne descend pas dans la rue, mais par ses analyses, tout ça, donc... Bon, je le dis en passant, mais c'est juste par boutade, mais je crois le présentateur de Top Congo aurait dit aussi de vous que vous étiez opposant à tout également, mais c'est par boutade. Vous avez quand même le droit vous avez le droit d'y répondre si vous voulez. Fabien aussi a été victime d'attaque. Moi, j'étais présent quand on a agressé Fabien. Fabien aussi a été agressé. Moi, j'étais là. On agresse Fabien. Donc, c'est un mouvement qui a commencé un peu... Vous vouliez parler tout à l'heure de M. Christian Bossembe par rapport à son profil ou ses propos qui étaient peut-être... Bossembe, c'est le produit de la diaspora. C'est la diaspora qui a lancé Bossembe. Parce que quand il s'est lancé dans les vidéos, à Kinshasa, on ne suit pas les vidéos. Sur YouTube, Facebook YouTube. À Kinshasa, c'est difficile de suivre les vidéos. Donc, il était un peu les chouchous. Quand on suivait... C'est-à-dire qu'il faisait entre guillemets, des reportages pour ceux qui sont à l'étranger, en quelque sorte. On avait un œil sur ce qui se passait dans le territoire. Avant, c'était Eliezer Tambo qui a fait du succès. Après, c'était le groupe de Bossembe et les Samo. Les Samo, Israël Moutoum. Et qu'est-ce qu'on reproche à Bossembe si vous écoutez un peu beaucoup de gens de la diaspora depuis cette affaire? Moi, j'ai reçu des gens de Maroc qui disaient même qu'il avait fait une vidéo pour dire que Aouberoua n'était en fait pas tué congolais. Il dit que Aouberoua était congolais. Il a fait des vidéos pour contrer le fameux thème qui fait... La proposition de loi sur la... Non. Le diaspora, c'est l'occupation. Oui. Et si on dit que le pays est sous occupation, lui, il passait à la télévision pour démontrer ça que le pays n'est pas sous-occupé. Il n'est pas sous occupation. Oui, ça a heurté les gens. Donc, il y a beaucoup de reproches qu'on lui faisait. Il a attaqué beaucoup de leaders de la diaspora.
et les gens les suivaient. Vous pensez que toute cette agression, tout ça, ça peut être Oui, faire partie des causes? C'est là, comme a dit Bodé Mbaouchi, sa personnalité a aussi joué. Il a fait du succès, mais apparemment c'est comme si il n'avait pas... Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a fait du succès et en même temps, il contrait les thèses de la diaspora. C'est comme si... Qui ont fait son succès. Oui, il crachait sur la la main de ceux qui l'ont fait. La diaspora est plurielle. Lui, ça lui faisait plaisir de casser les théories. Et bon, c'est ça qu'on pourrait dire. Notre slogan, Oui. à côté de Kogabo, on a dit Bosembe le Rwandais. Ça, c'est le nom qu'on affuble à tout le monde. En fait, sa Rwandais. mère est originaire du Kivu. Ah. C'est une Havu. Hein, je ne sais pas si vous connaissez. Non, pas plus que ça, mais... Les Havu sont souvent des gens de Iridjui. Parce que le papa de Bosembe était capitaine de la gendarmerie et il était affecté à Goma. Les Dumba d'Akason. C'est un Mongo. Mhm. Il était affecté à Goma sous l'ancien régime de Mobutu et il a épousé une Kivusienne, une Mouavu. Alors, les gens qui ont entendu Havu, comme il y a beaucoup de gens qui n'étudient pas beaucoup la géographie de leur pays, disent non, bah, Rwandais. Donc, ils considèrent Bosembe comme un Rwandais. Collabo et Rwandais. Ouais. Voilà. Et quand il dit que le pays n'est pas sous occupation, on dit qu'il défend la théorie du Rwanda. C'est pourquoi moi je proposerais que le gouvernement puisse prendre les devants, parler avec les Congolais De la diaspora, habituellement. réellement parler. Ce qu'on reproche également, d'ailleurs, souvent aux sénateurs et autres députés qui, lorsqu'ils sont en vacances parlementaires, ne prennent pas le temps de discuter. D'ailleurs, Mouya l'a dit dans... Qui donc? Patrick Mouya, porte-parole du gouvernement, dans son dernier speech face à la presse, il dit qu'il a révélé qu'il était avec Macron à Bandal. Après Bandal, il a accompagné Macron à l'aéroport. Et dans la voiture, Macron lui pose la question, pourquoi les Congolais de la diaspora sont violents? Et quelle fut sa réponse? Il lui dit que donc, d'abord c'est votre faute, mais c'est pas aussi tous les Congolais de la diaspora, c'était un groupe, c'est vous qui les laissez, c'est votre faute. Même Macron lui pose la question. Macron qui était à Kinshasa, il est à Bandal, bien accueilli, passé par là. Mais Macron avait les dossiers, il lui glisse pourquoi les Congolais de la diaspora sont... Donc Macron connaît aussi les dossiers. Bien sûr. Donc la violence a quelques conséquences qui peuvent favoriser certaines choses. Plus de 120 groupes armés pullulent dans cette région. Des négociations ont été entamées avec une majorité de ces groupes armés, mais le groupe armé le plus véhément et le mieux organisé, le M23, lui n'a jamais été invité à la table de négociation par les autorités congolaises. Sous état de siège depuis le 3 mai 2021, ça fait 1 an, 11 mois et 2 jours, Bunagana, le 13 juin 2022, a été pris par le M23. 9 mois et 23 jours à date aujourd'hui. Voilà que les troupes ougandaises se sont déployées à Bunagana. Comme chacun le sait également, Bunagana est aussi une localité de l'Ouganda et, sauf erreur de notre part, le M23 est bienvenu d'Ouganda pour aller s'installer à Bunagana, à côté République démocratique du Congo. Mais voilà, les troupes ougandaises sont là au nom des forces régionales de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Ces troupes ougandaises rejoignent les troupes kenyanes, les troupes burundaises, les troupes sud-soudanaises, on les attend encore je pense, les troupes tanzaniennes, enfin voilà, toute la communauté de l'East African Community, les forces sont là. Ce ne sont pas des forces offensives, mais défensives et pour assurer le bon suivi des accords et des négociations qui ont été scellés, signés avec tous les autres groupes armés sauf le M23. Parlons-en.
de ce M23 et de cette situation où les troupes ougandaises sont là. Monsieur Amba, je vais vous passer la parole. On entend dans les médias, etc., que la population congolaise s'étonne de voir que ce sont les troupes ougandaises qui viennent se mettre là à la place du M23. Pour eux, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Qu'en pensez-vous? Il y a une dernière nouvelle. Jean-Pierre Bemba a reçu hier le chef d'état-major général de l'armée congolaise, avec le chef d'état-major de l'armée congolaise. Je ne connais pas les détails, mais je crois que Jean-Pierre Bemba est préoccupé peut-être comme nous aussi. Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense, vice-premier ministre, qui connaît très bien l'Ouganda pour avoir été soutenu avec sa rébellion, le mouvement de libération du Congo. Moi, je crois que sans, comment dire, remuer le couteau dans la plaie, le président Tshisekedi doit être vraiment dans l'embarras actuellement. Pourquoi donc? On a rarement vu les Congolais s'y opposer. Parce qu'il y a d'abord le malentendu entre lui et les membres de l'EAC. Le président Tshisekedi croyait faire venir des partenaires pour l'aider à bouter le M23 dehors. Or, il le croyait, donc il se basait sur aucun document factuel des bon, faits. je ne sais pas, lui peut-être il avait d'autres choses que nous n'avions pas. Il a même déclaré à France 24. Il dit d'ailleurs, les Kenyans vont rentrer par Bunagana et vous allez voir ce qu'ils vont faire de M23. Je crois que nous avons tous suivi. Oui. Oh. On a répété ici plusieurs fois. Ben oui, ils sont rentrés, ils ont dit non, nous on ne vient pas agresser. Et d'ailleurs, ils ne sont pas entrés par Bunagana. Et ils ne sont pas entrés par Bunagana. Ils ont dit nous ne venons pas agresser. Les Tanzaniens tiennent le même discours. Tout à fait. Les Kenyans tiennent le même discours. Le Burundi également. Présidence de l'EAC. Et puis, les Sud-Soudanais, je ne sais pas, mais je ne crois pas qu'ils viennent pour affronter. Ils ont déjà pas mal de soucis dans leur pays. Je n'ose pas citer le nom de notre technicien, mais le pays, notre pays frère Angola, a décidé d'envoyer des troupes, pas pour... Pas des troupes combattantes. Oui, pas de troupes. On a parlé de 500... Oui. Donc aujourd'hui, les Congolais sont presque unanimes que ces troupes de la communauté de l'Afrique de l'Est ne servent à rien et ils doivent quitter le pays. Peut-être qu'il y avait, comme vous le disiez, un malentendu sur les accords. accords. Malentendu. Voilà. Et voilà, le chef de l'État est un peu pris dans ce malentendu. Lui, il passe maintenant, je n'ose pas dire pour le dieu du village, mais c'est tout comme. En plus de cela, comme nous l'avions rappelé, nous sommes sous état de siège dans 2 provinces de la République, et malgré tous les efforts déployés, que ce soit en matière de diplomatie, des propos désobligeants par rapport au Rwanda, des propos parfois objectifs et réels sur ce qui se passe, etc., malgré tous ces éléments, nous n'avons toujours pas de résultat. Sauf maintenant, nous voyons que, au final, ce ne sont pas par les bottes, par les coups de feu qu'on arrive à résoudre ce problème, entre guillemets, mais par la discussion. Je vais vous passer la parole, Pasteur Bobo, et on reviendra à M. Amba tout à l'heure. Au final, nous l'avions dit ici, est-ce que la solution doit vraiment être militaire pour régler le problème de Bunagana et du M23, ainsi que des autres groupes armés? Cette question, nous l'avons posée. On a toujours dit qu'une autre alternative était de régler ce problème par la négociation, par la discussion. Pourquoi? Et M. Land, qui est absent aujourd'hui, nous le répétait aussi, la réforme de l'armée, de la police, des services de sécurité. Ne fallait-il pas commencer par là avant de se lancer dans ce fiasco où tout le monde, chaque chef d'État de tous ces pays voisins sont toujours, on va aider le Congo jusqu'à ce qu'ils aient une armée, on va les aider, on sera là à leur côté jusqu'à ce qu'ils puissent se réorganiser. Non, Patrick, on s'est pas lancé dans... Non, je vous passe la parole tout de suite. Maintenant que
les Ougandais sont là. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Avec le M23, avec sa condition préalable, Oui, le territoire que nous rendons, ce n'est pas pour que les FARDC, les armées de la République démocratique il faut rectifier un peu. On ne s'est pas lancé, on a été agressé, surpris. Le Congo n'a pas eu le temps de faire ses réformes, bien que 5 ans c'est beaucoup aussi, 5 ans c'est beaucoup. Mais Tshisekedi a été, on lui a agressé. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Non, non, ici nous sommes très objectifs, nous n'avons pas de sentiments. Mais état de siège, 3 mai 2021, Bunagana 13 juin 2022. Donc un an après, nous avons été surpris pendant que nous étions en état de siège sur les deux provinces où ils sont entrés. Oui, mais on nous a attaqué. Oui, ça c'est indiscutable. Il faut voir la chronologie. Je viens de vous la donner. État de siège, 3 mai 2021, Bunagana 13 juin 2022. Il faut voir la chronologie. Ils ont amené Tshisekedi à signer l'adhésion. Avant l'adhésion, il n'y avait pas de conflit. Adhésion EAC, vous dites. EAC. Ok. Avant l'adhésion, il n'y avait pas de conflit entre Tshisekedi. Vérifiez entre Tshisekedi, Museveni ou Kagame. Tous ceux qui sont justement dans la communauté de l'État, des États. Je crois que quand Tshisekedi était malade à Bruxelles, je crois même que Kagame l'appelait pour lui dire bon rétablissement. Ils rentrent à Kinshasa, ils se sont vus en Jordanie avec Kagame. Et après, c'était au Kenya. Au Kenya, c'était l'adhésion. On signe l'adhésion. Dès que nous signons l'adhésion, le M23 prend Boulangana. Pour vous, c'est un lien de cause à effet, pas une corrélation, mais une causalité. Tout était calculé. Kagame voulait qu'avant d'attaquer, cette fois-ci, il faut que les Congos puissent être membres de l'EAC. Et moi, je crois que le complot, c'est au-delà de Kagame. Ce n'est pas Kagame lui seul. Quand on voit aujourd'hui toutes ces armées-là, l'Ouganda qui arrive, on ne va pas se battre. Le Sud-Soudan qui envoie 45 militaires, ça c'est manque du Congo, 45 militaires, pour faire quoi? Tous les autres, on ne va pas se battre. Les fils de Museveni qui tweetent, les M23, c'est nos frères. On ne veut pas se battre. Mais fils du président Museveni qui lui-même était un général de forces armées. Tout était bien calculé. Il fallait que les Congos puissent déjà être membres de l'EAC. On va les endormir. On va faire passer le temps. Comme tu dis là, c'est depuis, ça va faire plus de 5 mois. 5 mois qu'ils ont pris Bunagana. 9 mois et 23 jours. 9 mois. Il fallait endormir les Congos. Je vais vous passer la parole. Il fallait endormir les Congos. Et puis passer à la vitesse supérieure. Donc ça peut pompier. Ils créent des problèmes et ils amènent la solution. Pyromane. Pompier, pyromane. Donc ils créent des problèmes et c'est eux-mêmes qui vont amener la solution. Ils savaient que si les Congos n'étaient pas membres de l'EAC, il y avait risque. Qu'il y ait une guerre ouverte. Que les Congos puissent aller vers Sadek. Il fallait piéger. Moi, j'ai dit que Tshisekedi a été piégé. On lui a posé la question quand Macron était là, il a nié. Quelqu'un lui a posé la question, vous étiez piégé. Il a dit non, je n'étais pas piégé, moi je voulais ceci. Avoir accès à l'océan. Oui, c'est clair qu'il a été piégé, tout était bien calculé. Et maintenant, vous parlez de négociations. Des négociations que les Congos devraient commencer par les négocier. Mais maintenant, ils négocient. Ils sont obligés de négocier. Nous devons savoir, ils négocient quoi? C'est ça la bonne question qu'on pourra savoir. Parce que maintenant, le Congo n'a pas d'armée. Le Rwanda le savait, l'Ouganda le savait. Le Congo le savait aussi. Le Congo le savait. Mais nous, on n'a pas attaqué, c'est eux qui ont attaqué. Ils savaient que si on les attaque et qu'ils sont membres de l'EAC, ils ne vont rien faire. Maintenant, on nous impose la négociation avec le M23. Bon. Qui sont reconnus comme un groupe armé congolais. Le M23 cède des territoires à l'EAC. Le dernier territoire qui vont céder, c'est Kiwanja, le 15 avril. Et bon, selon leur accord, ils vont cantonner le M23 à l'intérieur du Congo. Et ils vont entamer des négociations pour redonner ces territoires-là au Congo. On ne sait pas quand quelqu'un a posé la question à l'autonomie là, qu'on puisse aussi nous dire. Ministre des Affaires étrangères de la République. On puisse nous dire clairement quand est-ce que nous allons reprendre ces territoires. Ces armées-là vont rester là
pendant 5 ans, 3 ans, 2 ans, qu'on puisse aussi savoir. Donc, dire que le Congo s'est engagé dans la guerre, le Congo a été, on nous a poussé on a fait la guerre malgré nous. Comme a dit le président américain, là, on voulait la paix. Il dit désolé au Congo, on voulait la paix, mais on nous a imposé la guerre. La guerre. Merci, pasteur Bobo. Monsieur Amba, est-ce que vous êtes sur la même perspective que le pasteur Bobo, que le président de la République démocratique du Congo aurait été piégé en intégrant, en adhérant à l'Eastern African Community, puisque des éléments que vous-même nous aviez communiqués ici, il semblerait que c'est lui qui a écrit la lettre pour demander l'adhésion. Alors, vous êtes sur la même perspective que Pasteur Bobo sur le reste de son développement, sur la chronologie, les corrélations qui dit être des causalités? Je vais tempérer un tout petit peu ce que Pasteur Bobo a dit, parce que nous savons tous, depuis que Félix est arrivé, Félix Tshisekedi wa Tshilombo wa les Tshisekedi, relations avec Kigali étaient au beau fixe. Madame Tshisekedi est allée à Kigali, on l'a vu danser avec Madame Kagame, tout ça et consorts. On a vu Félix la main dans la main avec Félix, Kagame en train de suivre un spectacle, quoi. Et puis, quand Félix est arrivé au pouvoir, les relations entre l'Ouganda et le Rwanda étaient, je dirais, glaciales. ouais. Et Kagame n'appréciait pas que l'Ouganda occupe un peu son espace vital, si j'ose dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un discours. Je crois qu'on peut se souvenir. Il dit, écoutez, quand nous apprenons qu'il y a une menace contre notre pays qui se prépare chez le voisin, nous n'attendrons même pas pour demander est-ce que nous pouvons aller intervenir. Je crois que vous vous souvenez de ça. Il a dit ça. Il dit, nous intervenons. Nous ne demanderons pas de... Ah, tout le monde se demandait. Mais il y a des menaces sous. Il prétendait déjà à cette époque que nous étions en collaboration avec le FDLR pour attaquer le Rwanda. Or, les Rwandais sont incapables de citer une seule attaque du territoire rwandais depuis que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Et puis voilà, on voit le M23 qui réapparaît. Parce que Kagame agit toujours à travers des supplétifs. Le M23 apparaît, ah voilà, on devait négocier, etc., etc. Mais on devait négocier quoi? Les Nations Unies le savent, les Africains le savent. Le Rwanda, depuis la guerre de la FDL, le Rwanda voudrait garder son influence sur le sud Kivu, le nord Kivu, l'Ituri, le Maniema. C'est l'accord qui donne même le nom au M23, l'accord du 29 mars 2009. Du 23 mars 2009. 23 mars 2009, signé côté congolais par le ministre des Affaires régionales Tshibanda. Raymond Tshibanda. Oui. Donc il faut lire cet accord pour voir les exigences du M23. Donc on devrait leur créer, si j'ose dire, une sorte de Tutsi-land sur un grand espace du Congo, à l'est, une sorte de bande où le Rwanda va exercer son influence et son autorité. Le fait d'avoir adhéré à l'Eastern African Community, est-ce que c'est, puisqu'à partir de là, dès qu'on a signé les traités, ça a été ratifié, etc., en réalité, nous devenons un seul et même espace, à tout le moins économique. C'est-à-dire, il n'y a plus besoin de visa pour traverser, je crois même qu'il n'y en avait pas au départ. Donc les gens peuvent, les biens et les personnes peuvent circuler à loisir entre les différents pays. Oui. Est-ce que quelque part, nous n'avons pas ouvert la porte nous-mêmes à ce que, comme on l'a souvent répété ici, à ce que les producteurs puissent nous envahir avec des biens que nous, grands consommateurs, allons prendre, et d'autre part, ils vont tirer les seuls éléments que nous produisons, c'est-à-dire les matières premières, produire entre guillemets,
et les exporter. Donc est-ce qu'on n'est pas... on n'a pas été dupe, j'ai dit, des autorités congolaises, probablement en la personne du chef de l'État, dupe en pensant obtenir un accès à l'océan Indien pour je ne sais quel... Est-ce que tout ça n'est pas simplement une erreur diplomatique, une erreur stratégique dans la gestion de notre pays, Pasteur Bobo? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, mais moi je vois comme si c'est Kagame qui est resté constant dans ses revendications, comme on dit. Il n'a pas commencé aujourd'hui, ils ont commencé avec le Rwanda. C'est ça, c'est-à-dire c'est vraiment, vous avez raison de dire, c'est vraiment constant. Oui, la cour de l'Émirat, il fallait prendre des joueurs 300 km du territoire. Donc, je crois qu'il est grand temps que les Congolais puissent nous révéler au grand public les revendications du Rwanda. Ils veulent quoi? Ils veulent quoi? Si on révélait ça au grand public, ça peut nous aider vraiment. Parce que comme on dit, ils veulent avoir un espace. Ils ont commencé avec Kabila, le roi des Kabila, ils ont continué avec Kabila fils. C'est comme si Kabila fils le faisait, leur donner ça indirectement. Oui. Donc il y a eu beaucoup d'officiers, beaucoup de... C'était les qui votaient sous Rwanda, mais de manière un peu... Peut-être subtile, sournoise. Donc c'est Tshisekedi qui a révélé la chose ou bien on lui a poussé à officialiser la chose, il a refusé, la guerre a commencé. Merci. On va accélérer le pas et passer au point suivant, celui qui concerne l'année électorale en République démocratique du Congo et la CENI. Je ne sais pas si ces derniers temps on a eu des nouvelles conférences de presse ou des avancées quant aux déclarations. Habituellement c'était celui du vice-président de la conférence électorale nationale indépendante ou quoi. Mais dans tous les cas nous allons nous appesantir sur le nombre des enrôlés. Nous avons fait ce petit exercice pour vous, chères téléspectatrices et téléspectateurs. Un futur candidat, il sera candidat, je ne vais pas encore révéler son nom, bon, pour ne pas faire sa publicité, parce qu'il n'a pas encore déposé sa candidature. Alors laissons ça comme ça. Il m'appelle pour me dire que c'est comme... Qu'est-ce qui se passe, Bobo? Vous les médias, vous ne parlez pas. C'est comme si le Kassai est sur... Il y a beaucoup de... Il y a une surévaluation d'enrôlés. Ils auront beaucoup de députés, ils auront beaucoup. Bien que les bruits couraient déjà. Dans les milieux des SID, les autres, c'est des bruits qui couraient. Mais lui, quand il m'a parlé, ça m'a fait un peu... Et on a essayé de voir. C'est comme si il n'a pas raison, c'est comme s'il a raison, mais il y a quand même beaucoup d'enrôlés au niveau du Kassai, mais moi j'attends des chiffres officiels. C'est ça, parce que là pour le moment nous travaillons sur les éléments qui nous ont été communiqués par la vice-présidence de la CENI, avec les enrôlements, les 3 phases d'enrôlement, enfin les 3 aires opérationnelles qui ont été enrôlées. Et lorsqu'on regarde, pris individuellement, le Kassai comme province, une des 26 provinces de la République démocratique du Congo, comptait 1 410 823. Ça fait beaucoup de chiffres, mais on va simplifier ça tout de suite après. Le Kassai central, 1 783 472 enrôlés. Le Kassai oriental, 1 108 469. Lomami, 1 96 885. Pris comme ça, de manière éparse, on a l'impression que oui, il y a comme s'il y avait beaucoup d'enrôlés, mais par exemple, si on prend le Kwilu, il y a 2 millions d'enrôlés, le Kwango, 1 300 et quelques. L'exercice que nous avons fait avec M. Amba et le pasteur Bobo ici, c'est d'agréger un peu les chiffres en grandes zones, en grandes régions. On va prendre le Grand Katanga. Le Grand Katanga qui reprend, si on ne s'est pas trompé, le Haut Katanga, le Haut Lomami, le Lualaba et le Tanganyika. Oui. Lorsqu'on agrège tous les chiffres des enrôlés, le nombre des enrôlés, nous avons pour le Grand Katanga 6 9 266 électeurs. On peut se tromper à quelques éléments près, mais vous pouvez refaire le calcul vous-même. Donc c'est le top 1, c'est Katanga. C'est le Grand Katanga, c'est le top 1, qui a 6 millions. La ville-province de Kinshasa, et là c'est
en réalité, c'est la ville, la province de Kinshasa qui est le top 1, puisqu'elle n'est composée que de la ville de Kinshasa. 5 535 278 enrôlés. En troisième position, nous avons le Grand Bandundu. Le Grand Bandundu, Troisième Bandundu. le Grand Bandundu, considéré comme qui comprend la province du Kwango, la province du Kwilu et la province du Mai-Ndombe. Lorsqu'on agrège ces trois provinces pour faire le Grand Bandundu, nous sommes à 4 919 449 enrôlés. Et quand on regarde l'Équateur, en prenant la nouvelle province de l'Équateur, la Mongala, le Nord-Ubangui, Sud-Ubangui, Chuapa, eh bien, le Grand Équateur est à 4 899 187. Et enfin, en cinquième position, le Grand Kasaï. Le Grand Kasaï, je vais citer Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental et l'Omami, eh bien, en agrégeant leurs chiffres, nous sommes à 4 302 764. En prenant le Kivu, je n'ai pas fait la sommation, mais si on pourrait le communiquer, attendez. On l'a rajouté 10 jours. Oui. Le Kivu, ça serait pas intéressant que je vous en parle puisque je n'ai pas fait le calcul. Mais voilà le top 5. Eh bien, le Grand Kasaï est 5e après le Grand Équateur, après le Grand Bandundu, après Kinshasa et après le Grand Katanga qui est numéro 1. D'autres disent que par rapport au 2018 et 2023, c'est comme si le Kasaï a fait boum. Bon, je ne sais pas, peut-être prochainement on pourra... Ça demande, c'est pour ça qu'on a toujours... Il avait combien d'enrôlés en 2018? Voilà, on peut faire une étude comparée, mais cette étude, il faudrait qu'on puisse la faire. Le mieux, ça serait avec la CENI et son administration, puisque pour nous, la CENI est un organe qui travaille de manière permanente. Pour nous, que l'administration ait changé ne change rien au fait que la CENI doit tenir de manière permanente. Elle est censée travailler de manière permanente le fichier électoral. Mais on fera l'exercice pour vous, c'était juste pour, par rapport à ce futur candidat à la présidentielle, pour lui dire que si on regarde les grands ensembles, les grands agrégats... On s'est débrouillé. Jusque-là, c'est débrouillé. Les chiffres tels qu'ils parlent, peut-être maintenant si on va de manière détaillée, en regardant les différents Kasaï et en comparant, comme vous l'avez suggéré, avec le précédent enrôlement, il se pourrait qu'il y ait peut-être un bond inhabituel, mais... Oui, mais dans le se débrouille, mais quand on dit les Congolais lambda, quand ils écoutent, ils croient que c'est les Kasaï qui est number one. C'est pour ça que inspiré d'ailleurs par M. Amba, mais c'est l'esprit que nous avons tous ici, on préfère travailler sur des faits. Et les faits qu'on nous donne, disons que les chiffres que la CENI communique ne soient pas corrects, mais si c'est les chiffres corrects, eh bien, vous avez là le top 5 et le Grand Kasaï est le dernier dans le top 5. Je ne sais pas si vous avez d'autres éléments par rapport à la CENI, des éléments nouveaux. Moi, je voudrais donner plutôt une petite critique sur l'idée même d'une commission électorale nationale indépendante. Ah, ça je crois même le pasteur Bobo, ça va l'intéresser parce qu'il... Ça a été l'œuvre de belligérants. C'est la classe politique qui a décidé, puisque personne n'a gagné la guerre, et il faut que nous ayons un organe qui va garantir l'impartialité. Mais écoutez, nous qui vivons à l'étranger ici, on va dire que la Belgique est une vieille démocratie. On peut le dire. Mais la liste électorale est tenue par les communes. Les communes notent les naissances, les mariages, les décès, etc., etc. Mais pourquoi on ne rend pas à nos communes ce rôle de sa compétence d'état civil? La liste de population, notamment des électeurs, monsieur Mazando est devenu majeur, il a 18 ans, on le met dans la liste des électeurs futurs. Ça suppose une bonne administration, une informatisation. Une dépolitisation. Exactement. Des institutions. Ça devient anachronique, cette histoire de CENI. Cette critique est, je crois, constructive. Pour moi, je pense qu'il est temps qu'on se mette autour de la table. La transition va continuer jusqu'à quand? Ça profite à qui? Donc, on va commencer à
tourner en rond, comme ça. Et est-ce que vous pensez, Pasteur Bobo, que si, par exemple, le ministère de l'Intérieur organisait les élections, est-ce que ça serait plus intéressant? Que ce soit un organe détaché, indépendant, entre guillemets, qui le fasse? Mais oui, pourquoi pas. Est-ce qu'on ne va pas justement dire que c'est politisé? Non, mais moi, je proposerais que ça ne profite pas au président actuel. On peut dire que, exemple, on ne sait pas qui sera président dans 10 ans. On dit que dans 10 ans, c'est fini avec la en tout cas, que l'administration reprenne sa place. Oui, voilà. tout à fait. Et je crois que M. Hamman l'avait proposé, on le fera très bientôt, parler des compétences partagées entre le pouvoir central, les provinces et les communes. Ça serait intéressant de voir qu'on est en train de passer à côté de beaucoup de choses parce qu'on n'applique pas nos propres normes, nos propres lois. Nous allons finir avec le dernier point qui concerne l'homme d'affaires Dan Gertler. Il se serait entendu que le président de la République démocratique du Congo soutiendrait auprès de l'administration Biden cet homme d'affaires qui a des démêlés avec la justice américaine, le trésor américain, etc. Chacun le sait, mais il est bon de le rappeler. Il n'est jamais bon qu'un homme ait trop d'influence, surtout d'influence financière dans le monde, sachant que les Américains sont très jaloux de leur dollar. Monsieur Amba, Oui. le New York Times parle de la République démocratique du Congo. Oui, dans son édition datée du 2 avril, le très influent journal new-yorkais, je crois que vous le savez, aux États-Unis, il n'y a pas de journal national, ni magazine national. Tout, c'est Philadelphie, New Puisque York. c'est un pays Oui, fédéral. tout à fait. Alors, New York, c'est le plus influent de tous les médias, en papier évidemment. New York Times prétend que Félix Tshisekedi a écrit dernièrement à Joe Biden pour lui demander d'intervenir auprès du département du Trésor américain afin de lever les mesures de sanctions qui pèsent sur Gertler. Motif, Oui. Gertler a rendu à la République les mines, notamment de fer, que l'ancien régime, le régime de Kabila, lui avait cédé à vil prix. Comme l'État congolais a récupéré ses droits, donc l'État congolais n'a plus de grief contre Gertler. Et c'est le chef de l'État qui s'est senti l'obligation, le devoir d'aller demander la levée des sanctions. Oui, il semble que c'est Gertler qui est allé lui demander de lui rendre ses services. Bon, moi j'ai essayé un peu de fouiner. J'ai contacté des amis à la présidence. La présidence américaine, la présidence congolaise. La présidence congolaise. Ils m'ont confirmé, oui, le chef de l'État a écrit à Gertler. Et il ne l'a pas fait en se cachant. Et il ne se sent nullement en faute. Moi, je lui ai dit, écoutez, faites une mise au point pour expliquer. Il dit, non, nous n'en avons même pas besoin. Nous avons saisi le président Joe Biden. Enfin, ils ont dit nous, mais c'est le président. Il a saisi le président Joe Biden en toute clarté. Donc, s'il y a un problème, c'est eux qui doivent le dire. Or, le New York Times met le côté corruptif ou corrupteur de Dan Gertler. Nous savons que la grande société Glencore, c'est suisse. Oui. Le patron de Glencore avait déclaré qu'ils avaient donné de l'argent à Gertler afin qu'il pour qu'il huile la machine congolaise. Des dessous de table aux autorités qui devaient leur délivrer des documents administratifs pour commencer à travailler. Donc, Gertler, c'est vraiment le diable aux États-Unis. Corruption. Et surtout l'influence qu'il a avec... Alors, on ne sait pas comment l'affaire va se terminer. Parce que, apparemment, Félix Tshisekedi croit qu'il est dans son bon droit. Il n'a rien fait de, comment dire, répréhensif.
répréhensible. Donc il a contacté, Oui, j'espère, tous, oui, donc, tous les conseils qui sont autour de lui la pour refaire. République n'a plus de grief vis-à-vis de guerre claire. Donc on va voir comment l'affaire va se terminer. Pasteur, vous avez quelques commentaires à faire sur cette question? Oui, mais pas grand-chose. C'est comme si, mais apparemment, quand on suit l'affaire, c'est comme si Don Getler a compris que il fallait utiliser Tshisekedi ou le gouvernement Tshisekedi pour qu'on puisse le laver. Mais c'est moins des sous, hein. On parle de 1 milliard de PCC, on parle de 1 milliard. Non, je souris parce que c'est ce que M. Amba disait, le côté corrupteur de l'homme. On parle de 1 milliard de dollars, mais je ne sais pas si cet argent, il a ramené ça comment, il a investi, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il a travaillé avec Kabila pendant beaucoup d'années. C'est quoi son bilan? Il veut racheter sa CTT chez Tshisekedi. Il lui a donné combien? Les Américains sont au courant. Est-ce que ça va se passer comment? Parce qu'avec les Américains, l'affaire des sous. Non, le dollar. Ils vont gagner quoi? Ils vont gagner quoi? C'est un peu ça. Mais il faut dire, sans vous couper la parole, le New York Times ne dit pas que Félix Tshisekedi a été corrompu. Non. Eux, ils Mais parlent il trouve cette démarche suspecte. Puisque, comme vous avez la corruption, c'est comme le tango. Il faut deux au moins pour danser. Donc, et ils n'ont donné aucun chiffre. Parce que lui, le fait dire pour commencer, il voulait ramener l'argent au pays. Même fait des vidéos où il voulait aider. Les Congo demande qu'on puisse lui laver parce que lui il veut réparer les bêtises qu'il avait fait, il veut aider les Congos. Mais ça, nous allons suivre ça parce que... Il veut aider les Congos, donc il veut réparer ses fautes. Et le Congo maintenant va jouer le rôle de le laver auprès des Américains. Nous allons suivre ça de très près parce que les finances, l'économie, c'est quelque chose qui tient un pays. Et si un homme peut jouer comme ça sur l'économie d'un pays par son carnet d'adresses, son influence, etc., ça peut être très dangereux. Mais si les Américains arrêtaient Don Getler, le Congo va gagner quoi? C'est un sujet américain, ça nous concerne. Non, mais l'argent, c'est l'argent du pays. Mais habituellement, lorsqu'on... Des fois, là aussi, c'est des grands coraux. Lorsqu'on saisit comme ça... Nos amis américains sont des coraux. Lorsqu'on saisit l'argent volé ou de corruption, on le rétrocède à qui le roi normalement. L'argent de Mobutu est parti parce que le roi des États-Unis a cherché l'argent de Mobutu. On lui donne 5 millions de dollars. Ça, c'est ce qu'on raconte, mais c'est une autre histoire. Eh bien, je tiens à remercier l'équipe technique qui nous a permis de nous adresser à vous ce soir, ce mercredi 5 avril. Je remercie M. Amba à ma droite qui est de retour parmi nous en présentiel. Je salue M. Landou qui n'est pas avec nous puisqu'il a d'autres obligations ce soir. Et enfin, et ce n'est pas les moindres, le pasteur Boboko Yamba qui sera bientôt en voyage et donc on l'aura par visioconférence probablement pour les prochains enregistrements. Prenez soin de vous. Qui veut la paix prépare la guerre, dit-on. Préparons ça comme il faut. Merci.